bonsoir à tous. Merci Salam de nous accueillir, toi et ton équipe au CAREP. Merci Jean-Pierre d'être là pour nous parler de ce livre. Alors depuis le 7 octobre, on s'avance dans des territoires incertains, inconnus et à bien des titres inquiétants. Comme toujours, en de telles circonstances, quand un événement très fort survient, il suscite une floraison de livres, d'ouvrages, de qualité variable. Il y a des livres d'opportunité. On fera l'économie de quelques noms par charité. Et puis, il y a des livres qui correspondent au moment parce qu'ils ont été longuement préparés, longuement travaillés et ils parviennent à donner un éclairage, un sens à quelque chose qui paraît en manquer. Et c'est tout à fait l'impression que donne la lecture de ton livre, Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre, vous le connaissez sans doute, il n'en est pas à son premier ouvrage, loin de là. Il a consacré beaucoup de son temps à l'eschatologie dans l'islam. Il a fait des détours parfois surprenants, notamment lorsqu'il parle de Jimi Hendrix. Il y a un autre gaucher actuellement qui joue de la six cordes de temps en temps, c'est Tony Blinken, mais je pense qu'il est plus gauche que gaucher. En tout cas, je pense que Jean-Pierre ne s'attardera pas beaucoup sur ses talents de diplomate. Euh, Parmi d'autres ouvrages, il y en a qui parlent de la drogue. Et puis celui-ci, plus sérieusement, revient à une question essentielle, structurante pour le Moyen-Orient. Ce grand conflit qui a commencé il y a bientôt un siècle et dont on ne voit pas la fin et qui a pris un tour sans doute singulier depuis le 7 octobre. Donc il nous dira peut-être ce qu'il annonce. Il y a deux grands mouvements dans ce livre, puisqu'il s'agit d'un livre qui se consacre à l'examen des forces et faiblesses des deux auteurs en présence. On va commencer tout de suite avec ce que tu mets en avant, qui est très original, c'est le sionisme chrétien, qui est le soubassement de l'engagement des États-Unis aux côtés d'Israël depuis les origines, on peut le dire. En même temps, aujourd'hui, beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, singulièrement dans le camp démocrate. Et pour commencer avec quelque chose de plus actuel, peut-être, j'aimerais que tu nous dises comment tu perçois ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, singulièrement au sein du Parti démocrate. Est-ce que c'est de nature à remettre en question cet alignement, ce soutien indéfectible mesuré jusqu'à présent pour le projet israélien? Bien, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Cher Gilles Paris, merci à Salam Kawakibi et à toute l'équipe du CAREP qui me fait l'honneur de m'accueillir une fois de plus. Et puis merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Merci à la librairie Jonas, partenaire indéfectible de ce type d'événement. Et effectivement, merci pour ces mots d'introduction. L'idée de ce livre, qui était mûri, travaillé depuis déjà des années, le livre aurait dû sortir au mois de juin, voire à la rentrée prochaine. Et c'est le 7 octobre qui m'a fait anticiper la publication en considérant, mais ça c'est peut-être vanité d'auteur, c'est le lecteur qui juge que mon schéma d'interprétation n'était pas complètement invalidé, bien au contraire, par tous ces développements que tout le monde jugeait renversants, bouleversants, voire totalement imprévisibles. Alors là, s'il y avait une chose qui n'était pas possible d'avancer, c'était bien cela, quel que soit le choc qu'a provoqué évidemment l'ampleur du bain de sang terroriste du 7 octobre 2023. Alors les États-Unis, oui, au commencement étaient les États-Unis. Et ça, c'est important de le rappeler. Et au commencement était le sionisme chrétien.
Et donc, j'ai retrouvé, parce que moi j'ai beaucoup de plaisir à écrire des livres, parce que je cherche ce que je ne sais pas encore. Hein, il y a différents esprits qui font des livres d'autoconfirmation, encore et encore. Moi, à chaque fois, je dirais pas que je me surprends, mais je suis surpris et intellectuellement surpris par ce que je trouve. Et en recherchant les racines historiques du sionisme chrétien, là, je suis resté pendant un certain temps un peu impressionné. Et donc, la première des 10 cartes du livre, c'est la carte du révérend George Bush, hein, le cousin de l'arrière-arrière-grand-père de George Herbert Bush, lui-même père de George W. Bush, donc le président des États-Unis, et qui, professeur d'hébreu au City College de New York en 1844, euh, produit une carte de la Palestine sans arabe, où les tribus d'Israël, en tout cas ceux qui projettent d'elle, se répartissent cette terre, donc privée de sa population, où la population a disparu, a été invisibilisée, suivant les règles de la frontière américaine, du Grand Ouest américain, c'est-à-dire Donc tout ça est un pur fantasme, sauf que ce fantasme devient réalité. Et si le sionisme chrétien, qui est donc très antérieur au sionisme juif, et qui a une place éminente dans le protestantisme anglo-saxon, quand le sionisme juif est encore ultra minoritaire dans le monde juif, à la fin du XIXe siècle, lorsque Herzl le fonde au congrès de Bâle en 1897, ce qui crée une imprégnation des dirigeants britanniques puis américains qui a été extrêmement favorable au projet sioniste et israélien. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, ce sionisme chrétien correspond, mais je parle sous le contrôle de l'ancien correspondant du Monde à Washington, à pratiquement le quart de la population américaine et la moitié de l'électorat républicain. C'est pas quelque chose qui va disparaître en fonction de telle ou telle mobilisation sur tel ou tel campus. On parle vraiment d'une sociologie très profonde et dont on est assez peu conscient en France, où tout en disant qu'on ne veut pas importer le conflit, on n'arrête pas de faire du communautarisme d'interprétation. Or, il se trouve qu'aux États-Unis, le lobby pro-israélien, en fait, le lobby pas pro-israélien, mais le lobby pro-annexion, le lobby pro-colonisation, est sioniste chrétien, il n'est pas juif. Et c'est parce qu'ils sont sionistes chrétiens qu'ils sont totalement inconditionnels dans leur soutien à Israël. C'est une idéologie qui a prospéré parce qu'elle n'a absolument aucun compte à rendre sur le destin de la terre et des peuples qui y vivent. Vu qu'eux resteront aux États-Unis, ils entendent bien y rester jusqu'au jour de la rapture, du ravissement, où eux seront appelés au ciel parce qu'ils sont les élus, et qui aura la fin des temps où périront 2 tiers des Juifs et le tiers survivant devant son salut à la conversion au Christ. Donc, c'est pas vraiment du philosémitisme militant, le sionisme chrétien, hein, mais aucun rapport direct avec la terre. Donc, on est dégagé de toute responsabilité. Hein, et donc, on peut être d'autant plus intransigeant. Et on peut être non seulement plus juif que les juifs, mais plus israélien que les Israéliens. On peut condamner Yitzhak Rabin quand il mène le processus de paix. On peut stigmatiser Ariel Sharon lorsqu'il se retire de Gaza. Hein, la barre est placée tellement haut parce que la barre n'est pas terrestre. La barre, c'est le salut individuel et collectif des fidèles qui, eux, ne sont pas dans la Terre Sainte, qui sont aux États-Unis. Hein, et qui donc, aujourd'hui, effectivement, on voit que ce soutien des sionistes chrétiens reste toujours aussi inconditionnel. Mike Johnson, donc le président de la Chambre des représentants, qui a bloqué pendant aussi longtemps l'aide à l'Ukraine, by the way, hein, fight like Ukrainians, hein, combattons comme les Ukrainiens, il ne faut jamais oublier qu'effectivement, aujourd'hui, on en parlera peut-être,
le grand vainqueur de toute cette crise, c'est Vladimir Poutine. C'est Vladimir Poutine. Hein, aussi bien en Europe qu'au Moyen-Orient, mais comme à la différence de lui, on n'a visiblement pas encore la maîtrise de la stéréo, eh bien voilà, on croit qu'il y a deux crises distinctes, mais on y reviendra sans doute. Donc, ça veut dire qu'aux États-Unis, on voit très bien que la jeunesse, toute communauté confondue, est en train de décrocher du soutien historique d'Israël. Mais on voit aussi, et ça, c'est l'homme qui l'a fait, qui me l'a appris, c'est l'homme qui a transformé le lobby pro-israélien en une des plus puissantes machines politiques aux États-Unis, donc Tom Dean, qui était le chef de l'AIPAC, American Israeli Political Action Committee, donc le comité d'action politique américain-israélien, et qui a décidé de faire de ce lobby l'équivalent de la National Rifle Association, donc du lobby pro-gun. Et donc, ça veut dire être présent sur tout le territoire, avec sur tout le territoire un des 10 grands contributeurs de chaque élu au Congrès. Et ça, c'est les sionistes chrétiens. C'est pas la communauté juive, c'est même pas les pro-israéliens qu'on entend haut et fort. Ce sont des gens pour qui c'est une question de foi et donc littéralement de vie ou de mort, hein, et qui sont d'autant plus intolérants que, eh bien, Israël est de l'autre côté de l'océan et de la mer Méditerranée, et donc tout ça est vu par un prisme totalement dogmatique, c'est même plus de l'idéologie, hein. Et ça, je ne le vois pas changer. Alors on dit que la nouvelle génération des sionistes chrétiens, les jeunes qui auraient grandi, ils ne seraient pas totalement isolés du mouvement générationnel concernant Israël dans ce pays. Mais pour l'instant, ça reste quand même très, très, très solide, hein. Est-ce que ce mouvement générationnel, quand même, qui se manifeste sous différentes formes, de manière très vocale sur certains campus, mais aussi dans des petites villes, avec des initiatives individuelles, est-ce que c'est pas quand même quelque chose qui t'a surpris? Et est-ce qu'on ne voit pas non plus des fissures apparaître dans ce lobby pro-israélien, qui était longtemps bipartisan et qui l'est beaucoup moins aujourd'hui qu'avant? Est-ce qu'il n'y a pas là les prémices d'une évolution qui pourrait quand même jouer en faveur sinon d'une redistribution des cartes, du moins en faveur de positions peut-être plus nuancées qu'aujourd'hui? Euh, je ne suis pas certain, et je mesure mes paroles, que Donald Trump pourrait accorder un soutien aussi indéfectible que Joe Biden actuellement au parrainage de Cuba. Je ne suis pas certain du tout, hein. Parce que Joe Biden est un sioniste catholique. Il n'y en a pas beaucoup. Mais pour lui, c'est aussi de l'ordre de l'acte de foi. Et on voit bien qu'au sein de son équipe, cette foi peut être assez partagée. Trump, avec son opportunisme, son côté totalement imprévisible, et surtout son côté j'en veux pour mon argent. Euh, Personne ne sait ce qu'il aurait pu donner. Donc, le côté bipartisan, pour l'instant, continue à marcher au profit de la guerre, hein, de Gaza. Mais ce qui est frappant, c'est que Biden s'est piégé lui-même. Alors que ce soit par aveuglement, il y a quand même des choses terribles. Les 40 bébés décapités, dont chacun sait que c'est un mensonge total, lui, comme président des États-Unis, a dit qu'il avait vu des photos le confirmant. Donc, on peut regarder Donald Trump et ses fake news. Bon, Biden porte une responsabilité immense, et pas seulement parce qu'il confond en ce moment Haïfa et Rafah, en disant j'ai réussi à convaincre Netanyahou de ne pas attaquer Haïfa, ce qui a dû sans doute apporter un grand soulagement aux habitants de Haïfa. Donc, c'est au-delà de la question Biden-Trump.
je pense, les argumente que les États-Unis ont abdiqué toute volonté de jouer un rôle positif au Moyen-Orient en refusant d'y parrainer un processus de paix digne de ce nom. Hein. Et cette abdication, c'est pas la débâcle de Kaboul sous Biden, c'est le deal of the century de Trump, donc l'accord du siècle, qui a fini par un bullshit. Donc, quand on annonce l'accord du siècle, on convoque tout le monde, on a Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, qu'on s'auto-congratule, qu'on se lève, qu'on s'applaudit, qu'on s'embrasse, qu'on se dit qu'est-ce qu'on est grand, qu'est-ce qu'on est beau, et qu'il n'en sort rien. Alors là, c'est fini. Et on voit bien que non seulement les États-Unis sont incapables d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza, sont incapables d'obtenir euh, un minimum d'humanité dans l'accès à l'aide élémentaire pour une population qui souffre de manière atroce, avec les plus vulnérables qui sont les plus touchés. Mais on voit que la Maison-Blanche n'a même pas publié un calendrier, même hypothétique, de mise en œuvre de la solution à deux États. Qu'on est encore, et ça je suis convaincu que c'est Biden, complètement entité dans le logiciel des accords d'Abraham. On va arriver à un accord avec l'Arabie Saoudite, donc ça va débloquer la situation. Que nenni. C'est dans l'autre sens que ça se passera, si ça se passe. Mais bon, vous avez devant vous quelqu'un qui a toujours dit, face à tous les gens qui annonçaient ah, la normalisation saoudo-israélienne, c'est pour demain. Il a toujours répondu, Mohamed Ben Salman a parfaitement compris comment ça marche, ça sera toujours pour demain. Et comme ça, il pourra faire avancer le monde le temps qu'il faudra, parce que ce sera toujours pour demain. Hein. Et on en est là. Et on voit qu'au lieu de mettre en place, évidemment, un calendrier, ce serait le minimum. Je rappelle que George W. Bush, l'homme de l'invasion de l'Irak, l'homme qui refusait de traiter Arafat autrement qu'un terroriste, il a mis en place une feuille de route vers une paix durable au Moyen-Orient. On n'a même pas ce début de force de proposition des États-Unis. Donc je crois que là-dessus, il n'y a pas grand-chose à attendre. C'est un problème américano-américain qui renvoie à ce qu'est l'Amérique pour elle-même, qui renvoie à la vision de l'Amérique par toute une partie de sa jeunesse et de ses minorités. Mais entre ceci et l'impact sur un éventuel processus de paix au Moyen-Orient, il y a un gouffre qu'à mon avis, l'Europe devrait combler et le plus tôt serait le mieux. On va y revenir sur les issues possibles. J'aimerais avant qu'on revienne sur un des atouts que tu as aussi mis en évidence, c'est ce pluralisme de combat. J'imagine que la formule était antérieure au 7 octobre et elle trouve une résonance tout à fait singulière depuis ces événements avec une société israélienne qui soutient massivement les opérations militaires en cours. Est-ce que tu en es surpris? Et comment vois-tu l'évolution de la mosaïque compliquée politique israélienne? Alors le pluralisme de combat, en fait, c'est pour moi une des forces stratégiques, d'abord du sionisme, puis d'Israël. Et il viendra bien sûr, en miroir, il y a le factionnalisme palestinien qui, lui, est une des causes majeures de faiblesse du nationalisme palestinien. Alors, c'est quoi le pluralisme de combat? Ça veut dire que dans un mouvement qui est organisé démocratiquement, on peut amalgamer des tendances d'inspiration très contradictoires, ce qui, vu les échos en diaspora et au-delà des diasporas, permet de toujours dire ah ben moi je suis sioniste tendance trois petits points. Et la tendance trois petits points, eh ben, elle a ses relais, elle a sa cohérence, et elle peut dire ah mais moi je suis tendance trois petits points, donc je ne suis pas la tendance deux petits points ou la tendance un point. Et chacun peut ainsi s'identifier à une forme de sionisme. D'ailleurs, on aime beaucoup dans ces milieux-là mettre le sionisme au pluriel pour justement avoir ce pluralisme. Et ce pluralisme est incontestable. Toute l'histoire du mouvement sioniste est une histoire de bagarre organisationnelle extrêmement vive, mais qui à la fin hein,
quel que soit le compromis qui a été conclu, font qu'il y a une unité de combat au service d'un objectif qui est agréé. Et avec, et là on voit bien comment le parallèle avec les Palestiniens est terrible, c'est-à-dire qu'une utilisation euh, qui n'est pas machiavélique, qui n'est pas planifiée, mais qui est pragmatique des extrémistes. C'est-à-dire, ah, ce sont des extrémistes, ah, ils ont fait des horreurs, ils ont massacré, c'est vraiment affreux, ah, ils ont tué Bernadotte, le premier médiateur de l'ONU, c'est vraiment affreux. D'ailleurs, on va les combattre, on les condamne, mais dans l'intervalle, les massacres ont été perpétrés, Bernadotte a été tué, et on avance. Hein, on avance. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ça permet à Netanyahou, mais Netanyahou est un orfèvre de cela. Hein. Je lui ai consacré la seule biographie politique en langue française. Déjà, elle s'appelait il y a 5 ans Main basse sur Israël. À l'époque, on me disait, mais non, ça va bientôt finir, il ne pourra pas durer éternellement. Bah, regardez-le. Hein. Moi, je miserais beaucoup plus sur lui que sur Biden. Hein. Ça, il y a vraiment pas photo. Hein. Et j'irais même dans un casino de Trump pour ça, hein, parce que, pour être sûr de ramasser ma musique. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors, je suis désolé d'avoir fait vraiment ces amalgames. Il faut faire attention. Donc, on voit bien que aujourd'hui, Netanyahou peut poser aux modérés. Il l'a toujours fait. Il a toujours eu une coalition où il avait plus dur, plus extrémiste, plus vociférant que lui, et donc pouvant dire, ben, vous voyez, je suis quelqu'un de sérieux, responsable, je suis un homme d'État. Je suis un homme d'État, et là, ça fonctionne parfaitement dans l'attelage qui est toujours tripartite. Hein. Il y a le Likoud qui est contrôlé avec un soin sourcilleux par Netanyahou. Aucune personnalité ne peut en émerger, sauf vers la porte. Et généralement, quand ils fondent une dissidence, ça s'effondre assez vite. Il y a les ultra-orthodoxes, et donc il y a la troisième composante, qui est en l'occurrence les suprémacistes. Hein, c'est-à-dire, c'est un mot poli pour une droite ouvertement raciste, une extrême droite, excusez-moi, ouvertement raciste et annexionniste, qui, elle, dit ce qu'elle veut de Gaza. Alors que Netanyahou prend des gants pour publier au bout de plusieurs mois, le jour d'après le Hamas à Gaza, où on nous parle des entités locales à expérience managériale, ce qui est un mot très poli pour parler des gangsters de Gaza, qui sont les seuls apparemment à trouver droit de cité à ses yeux. Mais pendant ce temps-là, que dit Smotrich, que dit Ben Gvir, on va tout détruire, on va expulser tout le monde, on va recoloniser. Et quand ils tiennent une réunion publique à Jérusalem, il y a quand même 13 ministres du gouvernement qui y assistent. On va passer maintenant à l'autre camp palestinien, et encore une fois à la lecture des événements récents, savoir le pic de tension entre Israël et l'Iran. Est-ce que c'est une révélation de finalement la mise à nu de l'instrumentalisation que fait l'Iran de la cause palestinienne, puisque finalement, en se jugeant obligé de répliquer à l'attaque israélienne du 1er avril contre le consulat de Damas, est-ce que finalement l'Iran n'a pas rendu un service gigantesque à Benjamin Netanyahou en lui donnant la possibilité de regrouper derrière lui des alliés, notamment occidentaux, qui commençaient à tout sauter par rapport à ce qu'il faisait à Gaza, et finalement à faire passer une nouvelle fois la question palestinienne au second plan des dossiers du Proche-Orient. Alors, donc, il y a 2 ans, hein, avant Netanyahou, après Netanyahou. Avant Netanyahou, il n'y a pas de question palestinienne, il y a un conflit israélo-arabe. Et depuis Netanyahou, il n'y a pas de question palestinienne, il y a un conflit avec l'Iran. Hein, ça a l'air un peu grossier, mais ça marche bien. Hein, c'est même assez efficace. Évidemment, le narcissisme d'empire iranien fait que, ah, on parle de nous, on parle de nous. On ne peut qu'abonder dans ce sens, et on fera toutes les déclarations qu'il faut, toutes les violations des protocoles nucléaires qu'il faut pour donner du grain à moudre à la propagande de Netanyahou. Mais quand même rappeler que si tout cela est possible, si toute cette catastrophe est possible, ce carnage, ces horreurs, c'est aussi parce qu'on a abandonné la Syrie. Hein, et parce que, voilà, la Palestine, elle a été abandonnée à Yarmouk, dans le camp de réfugiés de la banlieue de Damas.
qui a été assiégé pendant 2 ans et demi, 2 ans et demi, 2 ans et demi. Qu'a-t-on dit, qu'a-t-on fait pendant ce siège auquel l'Iran, par le biais du Hezbollah, voire directement avec la gardienne de la Révolution, a participé, pendant que le régime de Bachar el-Assad, qui était porté au nu pour son antisionisme supposé, son anti-impérialisme, faisait mourir de faim des dizaines, voire des centaines de civils palestiniens. Donc, il ne faut jamais oublier que cette instrumentalisation, qui est un terme assez poli, qui est en fait de la manipulation pure et simple de la cause palestinienne, voilà, le Hezbollah considérant qu'en combattant des Palestiniens en Syrie, il défendait plus la Palestine que les Palestiniens. Bon, il y a un très beau documentaire, Little Palestine, Petite Palestine, qui a été consacré au siège de Yarmouk et qui mérite d'être vu et revu. Donc, le soi-disant axe de la résistance, qui est en fait une espèce de cartel où les Iraniens gèrent à des degrés divers des milices qui leur sont affiliées, et il ne tient vraiment qu'avec les milices de type Hezbollah, c'est d'ailleurs le Hezbollah qui les a répliquées en Irak et dans une moindre mesure en Syrie, voire en Afghanistan et au Pakistan, les Fatimides, comme ils s'appelaient, qui étaient venus combattre jusqu'à Yarmouk. Mais on voit qu'avec le Hamas, ça a toujours été un peu plus compliqué. Le Hamas était dans Yarmouk à l'époque. Il était sorti de l'axe pro-iranien et il y est revenu après. Et on voit bien que le 7 octobre, non seulement Yahya Sinwar, qui est le vrai chef du Hamas, a mis la direction exilée du Hamas devant le fait accompli, mais il a mis aussi l'Iran devant le fait accompli. Et là, quel effet ça provoque? Toujours narcissisme d'empire, mais qu'est-ce que c'est que ces Arabes qui veulent nous mettre devant le fait accompli? Ce qui explique en grande partie, beaucoup plus que toutes les analyses géopolitiques un peu perchées, le fait que l'Iran ait gardé un profil aussi bas au début. Ce n'est pas notre guerre vu que nous ne l'avons pas déclenchée. Mais on arrive maintenant dans quelque chose, et c'est pour ça quand même que j'arbore aussi ces couleurs ukrainiennes, parce que il ne faut jamais oublier derrière tout ça la dimension russe. Parce que c'est dans cette Syrie martyrisée que les Shahed martyrs, les drones iraniens, ont été développés dans le désert de Palmyre, dans des bases russo-iraniennes, avant d'être utilisés où? En Ukraine. En Ukraine contre la population civile et les installations énergétiques. Et c'est exactement le même type de vague qui a été pratiquée par les Iraniens, donc à l'évidence des échanges technologiques avec la Russie, n'étant pas expert, je n'irai pas plus loin, qui sont avérés. Mais on voit aussi que une fois ce cycle de représailles contre représailles, comme toujours au Moyen-Orient, ah, c'est toi qui as commencé, ah non, c'est toi qui as commencé, mais si, c'est toi qui as commencé, semble-t-il, on serait arrivé à une forme voilà, de trêve très armée. Bon. Et qu'a obtenu Biden? Apparemment, on le saura bientôt, que Netanyahou joue au modéré, mais en contrepartie, peut-être, je le crains, d'un feu vert pour attaquer Rafah. Donc ça veut dire quand? Alors là, si les Iraniens ont participé de ce scénario, ça signifiera une fois de plus à quel point c'est un peu comme les sionistes chrétiens. La Palestine concrète, les Palestiniens en chair et en os, c'est le cadet de leurs soucis. Tout ce qu'ils veulent, c'est se camper en soi-disant champions de je ne sais pas quoi, à part eux-mêmes, pendant que les Palestiniens, eux, ils meurent jour après jour. Ce que tu dis sur la position de l'Iran fait évidemment penser à ce qu'on appelle de manière imparfaite, insatisfaisante, le Sud global qui, dès le début du 7 octobre, a voulu se positionner sur cette résurgence du conflit pour se différencier de l'Occident. Mais finalement, à la lumière de tes commentaires sur l'Iran, ce Sud global, si on accepte cette définition imparfaite pour qualifier
un ensemble géopolitique assez complexe, ne produit rien sur le conflit israélo-palestinien. Alors, d'abord, c'est pas le Sud global qui a voulu se différencier, ce sont les démocraties occidentales qui ont trahi leurs propres principes. Je suis désolé d'être aussi sévère. On ne peut pas dire un certain nombre de choses sur l'Ukraine qui sont tout à fait justifiées, sur l'occupation, sur l'annexion, sur les frappes indiscriminées des populations civiles, sur l'utilisation de différentes sanctions collectives contre des non-combattants et soutenir tout cela dès que ça se passe à quelques milliers de kilomètres plus au sud. Je voulais dire sur l'alignement sur la position israélienne. Oui, mais c'est quand même... Voilà. C'est-à-dire, donc du coup, mais c'est pour ça, c'est pas le Sud global qui a décroché, c'est les démocraties occidentales. Donc le Sud global n'a pas de cohérence, mais le Sud global a des émotions. Hein, les démocraties n'ont pas le monopole des émotions. Et on peut avoir des émotions tout à fait justifiées face au scandale de ce qui se passe à Gaza. Hein. Et alors, bon, d'abord, c'est terrible pour l'Ukraine, désolé d'y revenir, mais parce que tout est quand même lié, parce que l'Ukraine, sans doute s'en rendre compte, et alors que Netanyahou, qui a des relations malgré tout très opérationnelles avec Poutine, sinon il n'aurait jamais pu, par exemple, bombarder le consulat iranien à Damas. Hein. L'espace aérien syrien est un espace aérien russe. Hein. Donc, si les Russes ne veulent pas, ça ne se passe pas. Hein. Donc, tous les raids qu'on entend jour après jour ne peuvent se passer que parce que les Russes ont donné leur accord. Et ça, pour Netanyahou, ça n'a pas de prix, parce que Netanyahou, pendant qu'il dit jamais, jamais la sécurité d'Israël ne sera compromise et nous l'assurons nous-mêmes 100%, Netanyahou a compromis stratégiquement la sécurité du nord de son pays au profit de la Russie, qui le tient désormais très fermement, qui l'a piégé. Hein. Donc, Netanyahou n'a jamais livré une cartouche à l'Ukraine, et néanmoins, l'Ukraine a repris ce qu'elle croyait être le credo démocratique, mais qui en fait l'a trompé de toute cette partie du monde, qui n'a effectivement de cohérence que par défaut. C'est pour ça que je crois qu'on est d'accord, le concept même de Sud global est assez discutable. Alors donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement des tentatives d'intervenir, de faire pression. Hein, donc l'Iran, mais l'Iran à la fin ne défend que l'Iran. On a eu la plainte de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice, qui est probablement ce qui s'est fait de plus fort et sans doute de plus durable, mais surtout un sentiment de deux poids, deux mesures qui, lui, est... Voilà, je pense qu'il faut vraiment être à Paris pour se rendre compte que c'est au bord de l'éclatement. C'est devenu insupportable. Il y a dans toute une partie du monde qui ne supporte plus. Hein, c'est cette voilà, je pense que ça frise la schizophrénie, hein, de toute façon. Donc c'est normal que ça soit insupportable. Donc c'est cela. Donc les messages ils sont entendus, ils sont pas entendus, ils arrivent de manière plus ou moins claire, et ça va bien au-delà du monde arabe et même du monde musulman. Hein. On le voit en Amérique latine, on le voit sur le continent africain. Donc ça, effectivement, c'est une nouvelle donne, mais j'arrive tout de suite, ça ne changera pas le rapport de force dans le conflit que je décris dans ce livre. Ça pourra faire qu'on brandira des drapeaux sud-africains dans des manifestations pro-palestiniennes, on pourra célébrer Lula ou tel autre, ça ne changera rien, parce qu'à la fin, les deux peuples restent face à face. Alors justement, parmi ces deux peuples qui sont face à face, tu l'as déjà mentionné, il y en a un qui est perclus de factionnalisme. Et même aujourd'hui, même avec ce qui se passe à Gaza, on voit toujours ces deux camps irréconciliables au sein du camp palestinien. Qu'est-ce qui peut remédier à ce factionnalisme? Alors, d'abord, d'où vient ce factionnalisme quand même? Parce que donc là aussi, hein, j'ai cherché, il y a quand même une profondeur historique qui est assez frappante. Hein, c'est-à-dire que le nationalisme palestinien est sans doute, je ne peux pas faire de comparaison chiffrée avec tel ou tel, mais sans doute un des mouvements de libération qui a connu des
phase régulière de liquidation, d'abord par les Anglais, ensuite par les Israéliens et par les régimes arabes, assez impressionnante. Mais une fois tout cela dit, la liste des assassinats politiques palestino-palestiniens est assez donne le vertige. Hein. Et Gaza en était le théâtre. Et Gaza en a été le théâtre. Il y avait eu une guerre civile larvée entre le Hamas et le Fatah. Mais il faut quand même oublier que dans tout ça, il y a eu pendant 35 ans un homme qui s'appelait Yasser Arafat, qui, à la tête de l'Organisation de libération de la Palestine, où il dirigeait aussi le Fatah, eh bien, il a refusé de trancher. On lui demandait de faire comme le Front de libération nationale en Algérie. C'est-à-dire concrètement, hein, je ne sais pas faire de douloureux rappels historiques, mais enfin, il y a quand même eu des dizaines de milliers d'Algériens pendant la guerre de libération qui ont été tués par le FLN pour avoir son monopole sur la représentation algérienne. Ça a été une tentation à la fin des années 60, au début des années 70, et Arafat a refusé parce qu'il a dit nous sommes un petit peuple et nous ne pourrions pas surmonter un tel dansant. Donc il a préféré continuer avec ce factionnalisme, parfois l'encourager pour continuer lui aussi d'avoir ses leviers de pouvoir, mais si j'ose dire, ben, c'était comme Arafat. Arafat, ben, c'était toujours assez surprenant et assez touchant. Dès que vous le rencontriez, vous embrassez. Et puis vous lâchez pas. Hein. Ben, c'était un peu ça. Pour les Palestiniens, ils voulaient les garder dans la maison commune. Ils ne voulaient pas qu'il y ait de rupture. Parfois, évidemment, avec le régime arabe, avec les factions, avec les dissidences, c'était un peu compliqué. Mais il a toujours refusé cette division. Et c'est là qu'effectivement, je n'ai pas de réponse définitive. Au moment où Arafat arrive, a mis cet attelage totalement hétérogène, après les tragédies de Jordanie, du Liban, il les amène sur la voie de la paix. Ça y est, c'est fait, c'est bon. Et à ce moment-là, émerge le Hamas, qui avant n'était que les frères musulmans à Gaza, et qui devient, Hamas, c'est l'acronyme arabe de Mouvement de la résistance islamique. Donc au moment même où l'OLP va vers la paix, le Hamas dit, nous reprenons le programme originel de l'OLP, en l'islamisant. Parce que ça permet de faire des citations. Mais au fond, c'était ça. Et donc, on a ces deux camps, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas que deux camps. On voit qu'on a une fragmentation de la scène palestinienne. Le Hamas est tout sauf unifié, même s'il a une discipline de fer qui, pour l'instant, s'applique à l'intérieur de Gaza contre tous ses opposants. Mais que dire de Mahmoud Abbas, qui est théoriquement le président de l'OLP, président du Fatah, président de l'autorité palestinienne, qui sait parfaitement qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Marwan Barouti, qui est le plus populaire de tous les dirigeants palestiniens et qui, à l'évidence, ne fait rien pour le libérer. Hein, et il se trouve que le Hamas va peut-être faire plus pour le libérer que l'OLP dont il est issu. Donc, je ne parle même pas des différentes factions des uns des autres, ceux qui sont soutenus par le Caire, par Abu Dhabi et autres. Mais le résultat de tout cela, et ça c'est vraiment terrible, et je suis désolé, mais ça me rappelle la Syrie, ça me rappelle le drame syrien, c'est qu'on a une population d'un courage inouï, des témoignages réalisés dans des conditions infernales, comme en Syrie. En Syrie, on les appelait les reporters citoyens. Hein, là, aujourd'hui, ce sont des journalistes plus professionnalisés, mais ils ont payé un coût terrible à l'offensive israélienne. Mais on n'a pas de voix d'un dirigeant palestinien. On n'a pas. On n'a pas. Hein, j'écoute bien, j'écoute beaucoup, et je n'entends pas. Je n'entends pas un discours à la hauteur de cette épreuve. Et malheureusement, j'ai une explication. C'est que pendant 16 ans, Gaza a été sous blocus. Le blocus est un acte de guerre. Ça veut dire que 2 millions de Palestiniens étaient soumis à cette agression caractérisée. Est-ce que Mahmoud Abbas a demandé la levée du blocus? Est-ce que Mahmoud Abbas s'est mobilisé? Non, au contraire. Ah, ça va faire le lever du Hamas.
Donc, à partir du moment où on a ce décrochage au sein même de l'élite palestinienne, pour dire ainsi, hein, même par défaut, on voit à quel point le mouvement palestinien est affaibli par ceux mêmes qui sont censés le représenter. Le mouvement palestinien était un mouvement en exil, il s'est forgé dans l'exil. On a l'impression aujourd'hui que les camps qui se trouvent en dehors de la Palestine mandataire ont disparu de l'équation, totalement. Est-ce que c'est par instrumentalisation? Parce que c'est épuisement? Est-ce que c'est la conséquence de l'épuisement d'une cause politique? Est-ce que la diaspora a disparu? Non, évidemment, non, hein, on parle de millions de Palestiniens. Mais comme mouvement politique, il y a eu deux processus euh, qui ont coïncidé dans le temps. Il y a le retour des exilés, Arafat en tête, et Arafat accepte que le titre le plus important pour lui, malgré tout, et pourtant c'était Arafat, soit président de l'autorité palestinienne. Donc président d'un territoire somme toute limité, avec une autorité sur ce qu'on appelle les Palestiniens de l'intérieur, donc Cisjordanie et Gaza, et sans accès à Jérusalem-Est. Or, au même moment, le Hamas qui conteste cette option de paix est le mouvement palestinien qui n'a jamais été exilé. Jamais. C'est le mouvement qui a toujours conservé, pour le meilleur et pour le pire, un rapport organique à la terre de Palestine. C'est pourquoi je n'accorde que peu d'importance aux déclarations d'Ismaël Haniyeh ou des autres dirigeants, parce que quand on est dans le Hamas, à partir du moment où on sort de, 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 de ce territoire, ben on est là pour la diplomatie, pour éventuellement ramener des armes ou de l'argent, mais on ne pèse plus sur le terrain. Et la seule personne qui pèse sur le terrain, c'est Sinoir, hein, depuis les tunnels de Gaza. Donc, effectivement, le conflit s'est reterritorialisé. Et désolé de revenir quand même sur cette tragédie, mais enfin, elle a quand même duré 2 ans et demi, par où un camp de réfugiés à Yarmouk en Syrie est assiégé pendant 2 ans et demi, et que le président de l'OLP de l'État de Palestine, appelez-le comme on veut, ne lève pas le petit doigt pour faire cesser ce siège, il faut quand même rappeler comment tout le peuple palestinien vibrait quand il y avait Talal Zata en 1976, évidemment Sabra el-Chatela en 1982. Je suis désolé d'évoquer ça, mais voilà, l'historien, il doit dire tout ce qu'il sait, sans jamais omettre. Mais il y a 2 ans, j'étais à Gaza. Je suis intervenu en arabe à l'Institut français de Gaza, qui depuis, comme vous savez, été bombardé par les Israéliens sans qu'ils ne donnent la moindre justification malgré les demandes officielles de la France, devant un public où malheureusement beaucoup nous ont quittés. Quand on leur parle du siège de Yarmouk, ils disent ah, mais c'était Daesh. Donc les gens de Gaza n'avaient même pas conscience de cette tragédie qui s'était durée ou ne voulaient pas avoir conscience. Donc ça veut dire que ce fractionnement du peuple palestinien, eh bien, il a déjà maintenant de longues années. Et toutes les formations palestiniennes portent une responsabilité. Alors, ce que tu décris, évidemment, ça amène une question. C'est le titre de ton livre, c'est Comment la Palestine fut perdue. Elle va perdre jusqu'où? Alors, déjà, il faut savoir que la perte de la Palestine ne concerne pas que la Palestine. On le voit bien aujourd'hui. Hein, et on a vu, voilà, tout le monde fait tous comme si c'était terminé, mais enfin, on est passé la semaine dernière à côté de quelque chose qui aurait pu mettre notre planète un peu cul par-dessus tête. Hein. Donc, ça n'est pas qu'une question palestinienne. Donc, il faut revenir à des présupposés les plus hypocrites, disons-le, des soi-disant faiseurs de paix, c'est ah ben laissons les deux peuples s'entendre et après on pourra parrainer un règlement. Alors ça, bon, ça a toujours été extrêmement biaisé, vu que quand on a un rapport de force pareil, c'est vraiment
pas très honnête de dire cela, mais je crois que maintenant, il est clair qu'ils ne s'entendront jamais si on les laisse par eux-mêmes. Donc, une intervention extérieure, et non seulement dans l'intérêt des deux peuples, et j'insiste des deux peuples, hein, c'est pas parce que les Palestiniens sont en position de faiblesse que c'est pas aussi dans l'intérêt d'Israël, qu'on voit bien qu'Israël est en train de s'engager dans un cycle de guerre sans fin, où la seule certitude pour l'historien qui est très bon à prédire le passé, la seule certitude, c'est que le prochain conflit sera pire que celui-là. Pire, y compris pour la population israélienne. Évidemment, bien pire encore pour la population palestinienne. Mais par le moment où on a à peu près autant, à peu près 7 millions de juifs et 7 millions d'arabes dans cet espace qui était celui de la Palestine mandataire, eh bien, on peut caler à un conflit si on ne règle pas une fois pour toutes cette question. Donc, la solution à deux États n'est pas très tendance aujourd'hui. Il se trouve que moi, j'en suis un partisan revendiqué depuis de longues années, bien avant d'ailleurs qu'elle soit tendance puis qu'elle ne soit plus tendance, parce que c'est la seule solution. Hein, on a deux nationalismes, on a deux peuples qui, sur la même terre, ne peuvent pas cohabiter dans le même espace intégré, donc doivent être séparés. Et les deux États sont la seule formule qu'on ait trouvée. C'est comme la démocratie, c'est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres. Et j'insiste parce que le sous-titre, c'est Et pourquoi Israël n'a pas gagné. Ce sera la seule victoire durable d'Israël. Israël a mené depuis 1948 15 guerres à Gaza, qu'Israël a tout, entre guillemets, gagné militairement et tout perdu politiquement. Sauf une, qui était la première intifada, que Rabin a, si j'ose dire, gagné politiquement en concluant avec Arafat les accords d'Oslo. Alors pareil, les accords d'Oslo, ah, tout le monde veut les jeter. Ben non, parce que les accords d'Oslo, c'est un pluriel. Il y a deux accords. Il y a un accord qui est historique, qu'il faut préserver coûte que coûte, c'est la reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP, la reconnaissance mutuelle du nationalisme des deux peuples. Et puis, il y a le deuxième accord d'Oslo, qu'on peut effectivement oublier, qui était une espèce de mécanique infernale où on disait il faut que les deux peuples apprennent à se connaître. Ah oui, comme s'ils se connaissaient pas assez. Il faut qu'ils apprennent à s'aimer, ben c'est sûr, depuis le temps. Hein, et comme ça, on pourra arriver vers un avenir de paix. Hein. C'est de la folie. On l'a vu d'ailleurs. Hein. Donc, il ne faut pas de période intérimaire, il faut commencer par la fin. Il faut commencer par toutes les questions qui fâchent. Jérusalem, les colonies, les frontières, tout ça, les réfugiés, l'eau, toutes les questions. Il faut régler tout ça une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et on connaît parfaitement la base. C'est la neuvième des 10 cartes, c'est l'initiative de Genève, hein, qui a été négociée entre Israéliens et Palestiniens, même si ceux-ci n'avaient plus de mandat d'État au moment où ça a été finalisé. Et on voit bien, il y aura des échanges de territoires, l'annexion des blocs de colonies. Ça sera très compliqué, ça sera très dur, ça sera, mais infiniment moins compliqué, infiniment moins dur, infiniment moins coûteux, et évidemment infiniment moins sanglant que la guerre qui se déroule et qui elle-même sera infiniment moins sanglante que la guerre qui viendra si on n'a pas la solution à deux États et le plutôt sérieux. Effectivement, ce qui est fascinant, c'est que c'est un conflit dont on voit la solution, elle a été dessinée, y compris sur les cartes. Ce qui est aussi fascinant, c'est que c'est un conflit qui aujourd'hui fait consensus à la fois, enfin, l'issue de ce conflit ferait consensus sans aucun problème dans bien des capitales, des deux grands camps qu'on a évoqués tout à l'heure, qu'il s'agisse des Occidentaux et des capitales du Sud global, et pourtant il manque le levier. Alors avec beaucoup d'abnégation, tu as fermé la porte américaine, tu as rappelé que Palestiniens et Israéliens étaient incapables de s'entendre. Qu'est-ce qui reste? Quelles sont les pistes? Ben, il reste l'Europe. Il reste l'Europe. Il faut savoir que l'Europe
a finalement compris que son sort se jouait en Ukraine, il serait grand temps qu'elle comprenne qu'il se joue aussi au Moyen-Orient et que une puissance, ben, ça n'est pas que bombarder, ça n'est pas que livrer des armes, c'est aussi une puissance politique, une puissance de normes. Or, c'est très exactement ce qu'est l'Europe. Et on voit bien que voilà, la clé de ce grand accord sera la normalisation israélo-saoudienne. Mais ça, elle se fera sur la base du plan de paix arabe de 2002, c'est-à-dire de la reconnaissance d'un État palestinien et non je ne sais quelle miette qui serait donnée ici ou là. Si l'Europe arrive à couronner son action régionale, et je parle purement de politique et de diplomatie, on n'a pas besoin de bombarder, on n'a pas besoin de larguer de l'aide humanitaire, on a besoin de faire œuvre diplomatique. Or, on voit bien qu'au Moyen-Orient, c'est de ça dont on a besoin, de diplomatie. Pas uniquement de faiseurs de paix aspirant à je ne sais quelle réunion à Oslo, diplomatie. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on tous les jours? Combien de camions, combien de largages, combien de doses de ceci et de cela? Il faut quand même revenir à l'essentiel. Hein. Et l'essentiel, c'est les diplomates qui doivent le porter. Évidemment, la diplomatie européenne, elle a tous les atouts pour se faire. Il faut voir que, là encore, si l'Europe ne le fait pas, ça ne se fera pas. Et si ça ne se fait pas, ça va coûter très, très cher à l'Europe. Je me permets de rappeler une fois de plus le précédent syrien. Hein. L'Europe s'en est remise à Barack Obama pour la Syrie. Ça donnait le franchissement des lignes rouges lors du bombardement chimique de Damas. Ça donnait du coup pour Poutine l'annexion de la Crimée et le début de la guerre dite hybride en Ukraine dès 2014. Et ça donnait à partir de 2015 la crise des réfugiés et la vague d'attentats djihadistes. Alors effectivement, si l'Europe veut continuer à ne pas s'occuper du Moyen-Orient, mais alors elle se prépare à un avenir aussi rose. Elle a tous les moyens pour se faire. Le seul ingrédient qui manque, c'est la volonté. Évidemment, la volonté collective, mais ça, comme le reste, hein, ça se construit et éventuellement, ça peut émerger lorsque la crise devient insupportable, c'est-à-dire vraiment insupportable, c'est-à-dire quand on ne la supporte plus, qu'on n'en tolère plus et qu'on n'accepte plus. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique qui soit incarnée, qui soit portée par des pays. Quels sont les pays qui peuvent justement provoquer ce déclic aujourd'hui au sein de l'Union européenne? Comme toujours, hein, en Europe, ça va bien quand entre la France et l'Allemagne, ça va bien. Donc le jour où la France et l'Allemagne regarderont dans le même sens, avec la même intensité au Moyen-Orient, je ne doute pas qu'on le sentira en Europe. L'optimisme est vrai. Peut-être nous pourrions demander à la salle si elle a des questions à soumettre. Si on prend par trois, la parole circule. Il y avait une question ici au premier rang. Alors, les règles d'usage, merci de vous présenter et merci de poser une question. Vous pouvez poser deux questions pour commencer. Goualem Ramdali. J'ai l'impression que M. Filiu est plus On vous entend. comme Ibn Habibi, à qui vous avez rendu hommage en introduction. Si j'ai bien compris, vous êtes plus optimiste. C'est ce que j'ai compris. Optimiste? Voilà, parce que dans le court terme, j'imagine mal. Hein. Donc, la deuxième question, vous avez parlé du sionisme sans juif, en l'occurrence le sionisme chrétien. Dans quelle mesure peut-on comprendre la force de Netanyahou, défendue par des intellectuels français, malgré leur laïcité affichée qui est devenue synonyme d'un macartisme français?
Voilà, j'ai eu le troisième et je respecte. Au prochain tour, sans doute. Voilà, merci. Merci. Jean-Pierre, est-ce que tu... Non, je prends par trois. D'accord. Le troisième, s'il vous plaît. Non, trois personnes. Ah, trois personnes. Ça circule. Merci beaucoup, vraiment, c'est extraordinaire d'être là avec nous. J'ai une question à propos des négociations qui ont échoué récentes, je veux dire, pour un cessez-le-feu, et le rôle possible des institutions internationales dans l'avenir. Là où l'Europe, je suis d'accord, je suis américaine, je souffre. Je vis à Paris depuis 20 ans presque. Je suis prof de lettres à INALCO. Mais l'autre question par rapport à ces institutions, vraiment, vous avez tout à fait décrit le problème aux États-Unis, que personne n'apprécie autant que vous. Mais pourquoi ou comment est-ce que l'Europe pourrait influencer ce qui se passe aux États-Unis? Je n'entends pas les Européens dire ce qu'il faut dire à M. Biden. Et je crois que même si ça ne peut pas changer la donne, ça serait très important que le monde vous entende, vous mettre debout à propos des États-Unis. Vous n'avez pas besoin de clerc. Vous n'êtes pas dépendant à ce point aux États-Unis, que je sache. Excusez. Merci beaucoup. Une dernière question, et Jean-Pierre va vous répondre. Bon. Bonjour, je m'appelle Sophie Zakaria, je suis médecin du monde et j'ai habité à Gaza dans les années 80. J'aimerais savoir si vous avez en tête l'idée de quelques autres leaders palestiniens, autres que Barghouti, parmi la jeunesse palestinienne, parmi les nouveaux mouvements, qui pourraient représenter un espoir. Merci. Très bien, donc je vais répondre dans l'ordre. Alors d'abord, pour ceux qui n'ont pas encore lu mon livre, donc effectivement, il s'ouvre par une citation d'Emile Habibi, communiste, palestinien, de nationalité israélienne, de confession chrétienne, qui a inventé le personnage du pessimiste, de l'opti-pessimiste, hein, en considérant que c'est un peu un peu l'attribut de la condition palestinienne. Et que dit l'opti-pessimiste chaque fois qu'on lui dit ça peut pas être pire, il répond mais oui, mais oui. Donc si vous dites que je suis Émile Habibi, je suis quand même pas très optimiste malgré l'affirmation finale de Gilles Paris disant que mon optimisme l'effraierait. Alors pour Netanyahou, vous savez, il faut encore c'est l'historien. Netanyahou est le pionnier du discours aujourd'hui dominant sur la guerre contre le terrorisme. Il a considéré qu'il y avait une guerre des démocraties contre le terrorisme il y a 40 ans, 20 ans avant le 11 septembre. Pourquoi? Parce que son frère aîné, Jonathan Netanyahou, est mort à Entebbe dans une opération de libération d'otages sur un aéroport en Ouganda. Hein, donc, il avait non seulement l'ombre du frère aîné, mais en plus un discours très cohérent, pas très sophistiqué. Enfin, le discours de la guerre contre le terrorisme n'a jamais frappé par sa sophistication, mais dont, quand le 11 septembre arrive, il a déjà tous les outils et évidemment, ça va être. Il va avoir une audience sans aucune comparaison avec ce qu'il représente alors en Israël où il est repassé dans l'opposition. Et on voit que ce discours de la guerre contre le terrorisme, c'est le discours qui a prévalu aujourd'hui et qui a fait qu'il y a eu autant d'adhésions plus ou moins spontanées. Alors, chère madame, je vous remercie de vos propos aimables,
Mais permettez-moi de dire très simplement que je n'ai aucune envie d'avoir un dialogue de quelque forme que ce soit avec les États-Unis sur cette question, parce que ça n'est plus mon problème. Ça n'est plus mon problème. Hein. Et le jeune diplomate que j'étais alors, au moment du processus de paix, qui voyait passer Arafat et tous les dirigeants arabes à Paris qui disaient n'oubliez pas, faites pression sur les États-Unis. Ah oui, nous on va faire pression sur les États-Unis pendant que vous allez à la queue leu aux États-Unis. Soyons sérieux. Hein. Même les États-Unis ne peuvent pas faire pression sur les États-Unis. Donc il faut une fois pour toutes s'émanciper. J'ai le droit de penser la sécurité en Europe sans toujours me référer aux États-Unis. J'ai le droit de penser le Moyen-Orient sans toujours me référer aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de lire le dernier rapport de tel ou tel think tank de Washington pour décider ce qui est bon pour le Moyen-Orient. C'était pas mon... Non, excusez-moi, mais c'est ma réponse. Donc, que les États-Unis se débrouillent avec les États-Unis. Je l'ai dit, c'est un problème américano-américain qui renvoie à des questions de fond aux États-Unis qui ne sont pas les nôtres. On a déjà assez de soucis comme ça. Hein. En revanche, vraiment, il faut que l'Europe se saisisse de ce dossier en tant qu'Europe. En tant qu'Europe. Et c'est là où elle pourrait être efficace. Pas comme valeur ajoutée, pas comme un petit plus par-ci par-là. Ça aussi, c'est une leçon du processus de paix de 1900, des années 90. Ça ne marche pas. Parce que les États-Unis ne partagent rien. Rien. Hein, quand ils contrôlent un processus, ils le contrôlent de bout en bout. Et à la fin, l'Europe n'est là que pour signer des chèques. On connaît l'adage, hein, US decide, hein, EU pays, UN feeds. Les États-Unis, s'il vous plaît, au premier rang, je sais que c'est pour la bonne cause, mais ça me perturbe vraiment beaucoup. Parce que moi, je vous écoute beaucoup. Hein? Donc, les États-Unis décident, l'Europe paye et l'ONU nourrit. Le problème, c'est que maintenant, l'ONU n'arrive même plus à nourrir. Hein? Donc ça, c'est quand même terrible. Alors, aujourd'hui, voilà, il faut voir, je vais parler très très pudiquement, la scène politique palestinienne est sous contrainte. Voilà, c'est l'euphémisme de l'année. Donc, faire comme si on avait une espèce d'espace politique palestinien où les gens pourraient émerger, être validés, on sait bien que c'est pas ça. D'abord parce qu'il y a une possibilité de se faire qui est assez élevée, une possibilité de se faire emprisonner qui est encore plus élevée. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut pouvoir créer cet espace politique où émergeront. Alors, on dit Barouti aujourd'hui parce que Barouti est à l'évidence, et ce sont les enquêtes d'opinion auprès des Palestiniens qui le prouvent, c'est pas moi qui le dis, et le dirigeant qui est de loin le plus populaire. Je remarque que s'il est populaire, c'est peut-être parce qu'il est en prison depuis 2002. Ça veut dire qu'il a été complètement épargné par toutes les intrigues, les compromissions, les lâchetés, les trahisons, les abandons de l'ensemble de la classe politique palestinienne. C'est pas brillant, mais c'est comme ça. Mais si on regarde du côté de la classe politique israélienne, on ne peut pas dire que le paysage soit beaucoup plus réjouissant, hein, pour différentes raisons, entre autres liées au mode de scrutin qui est très démocratique, proportionnel à circonscription unique, mais qui favorise justement plutôt les entrepreneurs de démagogie que les hommes d'État. Il y a eu un grand homme d'État, il s'appelait Yitzhak Rabin, il a été tué par un juif israélien. Là aussi, voilà, ça refroidit les vocations. Hein. Donc, on voit que des deux côtés, les peuples ont besoin d'une intervention extérieure. Et pas d'une intervention américaine qui sera inévitablement biaisée, là aussi utiliser l'euphémisme de l'année. L'intervention européenne.
Les Européens ne sont ni pro pour les uns, ni pro pour les autres. Hein. Ils sont là justement pour apporter aux deux peuples ce dont ils ont besoin le plus, c'est-à-dire la prévisibilité dans l'avenir de leurs enfants. Parce que c'est ça, la paix. La paix, c'est quelque chose de terrible. C'est pas du tout bisounours, embrassons-nous, qu'est-ce qu'on s'aime comme on a essayé de nous le vendre dans les années 90. La paix, c'est négocier avec celui qu'on déteste le plus, avec celui dont on voudrait sans doute ouvrir la gorge, à cause de tous les crimes qu'on lui attribue. Et c'est non seulement négocier la paix, mais c'est confier l'avenir des générations futures. Donc, il est évident qu'aucun des deux peuples ne peut y arriver seul, et seule l'Europe, du fait même de sa constitution, on est là, on moque tous, ah oui, la puissance des normes, ah oui, la bureau. Ben, je peux vous dire qu'au Moyen-Orient, la puissance des normes, ça ferait du bien. L'état de droit, même technocratique, ça ferait énormément de bien. Hein, et un minimum, justement, de prévisibilité en termes juridiques et acceptable par les uns et les autres serait évidemment ce qui pourrait arriver de mieux aux deux peuples. Et à ce moment-là, émergeront, parce qu'on aura un autre espace, les dirigeants à la mesure de ce défi. Merci pour ces trois premières questions. Les suivantes, s'il vous plaît. Merci. Rafik Batoula, du Liban. Ma question, c'est quels sont sur le spectre politique européen, quelles sont les forces susceptibles de soutenir ce changement de paradigme européen? Merci. Une question devant. Bonsoir. Merci, je suis à la Pardon. J'ai une question et C'est autorisé. la petite question, si c'est possible, Jean-Pierre, de nous traduire le titre. Moi, j'ai pas lu le livre encore. Mais le titre me semble, il y a une confusion. Alors, j'aimerais bien l'entendre en arabe. Peut-être que ça devient un peu plus clair pour moi. Et ma deuxième question, c'est par rapport aux États-Unis. Quand le débat a démarré, vous avez pris presque un quart d'heure pour parler de la naissance, si on peut dire, du sionisme chrétien. Et vous avez répété plusieurs fois qu'il faut revenir dans l'histoire pour savoir comment on réagit aujourd'hui, comment on peut faire, etc. Et là, quand vous parlez de cette façon de tourner le dos absolument aux États-Unis, en pensant à quel élément, c'est-à-dire comment l'Europe peut tourner le dos aux États-Unis. Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce que c'est possible? Quand on voit Macron, comment il court, même derrière Trump, et derrière, chaque fois, il copie presque les réactions des Américains. Je ne vois pas, alors j'ai besoin aussi de, si c'est possible. Troisième question. Il y a plusieurs questions sur Zoom, donc je peux me permettre d'en lire une ou deux. Bonjour, merci pour ces discussions intéressantes. Dans quelle mesure l'affaiblissement du mouvement national palestinien a causé le factionnalisme tel qu'il a été détaillé dans votre livre? Et est-ce que ça peut s'appliquer aussi au mouvement national syrien? Et comment voyez-vous cela dans le présent et l'avenir de la Syrie? Donc, la question sort de votre ouvrage. Qu'en est-il des manifestations pro-palestiniennes dans le monde entier et des campagnes de boycott comme BDS peuvent-elles avoir un impact ou avoir un pouvoir face à Israël et dans quelle mesure, à votre avis? Et la dernière question était, peut-être je la lis rapidement, elle est en anglais, donc je sais traduire. En gros, la personne dit que vous proposez cette solution, vous défendez cette idée de solution à deux États. Quand on voit que physiquement et concrètement, il est difficile d'imaginer
par exemple, dans la bande de Gaza, de diviser cela. Est-ce que, par exemple, on peut pas faire ça en deux étapes et on imaginait que, puisqu'il y a une majorité de population dit musulmane sunnite, donc de musulmans sunnites, on peut avoir un contour plus ou moins défini et donc construire un État, un premier État palestinien dans la bande de Gaza et ensuite imaginer ce qui est impossible dans l'OL, parce que vu l'état de l'occupation de la Cisjordanie. Merci. Et après, c'est fini. Non, parce que là, c'est quand même une sacrée salle. Hein. Je sais pas, je demande, hein, parce qu'en fonction de ça, je calibre mes réponses. Vas-y, nous avons 15 minutes. Non, 15 minutes. Alors, je vais faire dans l'ordre, hein, là aussi. Hein. Bon, les forces en question, si on est en Europe, les forces sont européennes. Le problème, c'est qu'on est toujours dans notre modèle westphalien. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ça démarre entre la France et l'Allemagne. Hein. Voilà, c'est assez simple. Et à partir de là, on voit bien les différentes nuances qui pourraient émerger. Les prochaines élections européennes ne sont pas indifférentes. L'idée de mener ces élections uniquement sur le thème de l'Ukraine et pas sur le thème du Moyen-Orient est quand même un peu troublante, comme je l'entends de ci, de là. Donc voilà, on a une structure démocratique européenne où il y aura ce type de débat et j'espère de prise de mesure de la réalité. Alors, donc, Sherala, Kaifa Khusirat Palestine, est-ce que ça marche en arabe? Est-ce que c'est plus clair? Ok. Non, c'est l'imparfait subjonctif, c'est ça. Non, c'est pas un imparfait subjonctif. Non, c'est Kidat. Donc la Palestine a été perdue. Elle a été perdue. Non, Daag, c'est fini. Non, mais donc, voilà. Donc, soit on veut rentrer dans mon raisonnement, soit on ne veut pas rentrer dans mon raisonnement. Chacun est libre de ne pas y rentrer. Dire que la Palestine n'a pas été perdue pour les Palestiniens est quand même, à mon avis, difficile à argumenter. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Palestiniens en Palestine. Je rappelle, les populations sont comparables. Mais la terre de Palestine, elle a évidemment été perdue. Est-ce que c'est clair ou est-ce que ça ne l'est pas? Toujours pas. Alors le problème avec Anna, c'est qu'elle vous pose toujours une question, elle a toujours un petit sourire, vous lui répondez pendant 10 minutes, vous avez toujours l'impression qu'elle n'est pas satisfaite. Non, parce que vous avez répondu en français. Là, la dernière phrase, c'était en français. Parce que pour moi, Fokridat ou Darat ou status quo, parce qu'il y a aussi un peu, c'est tout ça, je voulais être peut-être après avoir lu le livre. J'en doute pas, il faudra à ce moment-là me suggérer une traduction en arabe. Je serai très preneur. Hein? Je serai très preneur. Et donc, pour ce qui est de... Alors, moi je ne vais pas tourner le dos à l'histoire, ce serait malvenu pour un historien. J'ai répondu à madame. Madame me disait, pourquoi vous dressez pas contre les États-Unis? J'ai juste dit que c'était vraiment le cadet de mes soucis. Et je persiste. Je n'ai pas à organiser ma vision du Moyen-Orient par rapport à celle des États-Unis. J'ai, en tant que Français et Européen, à la formuler de la manière la plus cohérente qu'elle soit en fonction des intérêts de mon pays et de que je crois, de l'Europe, et de ce que je crois être une paix durable au Moyen-Orient. Est-ce que c'est clair là aussi ou est-ce que... Alors du coup, elle met la main sur la bouche, je n'ai pas le petit sourire pour que je ne me plaigne pas. Moi, je pensais que mon sourire... mais c'est une belle impression. C'est un sourire d'appréciation, il me va comme toujours droit au cœur. Alors j'en profite pour signaler une exposition qu'il ne faut pas rater au musée d'art moderne de Paris sur création arabe et décolonisation. Je n'ai pas le titre en tête, mais il y a entre autres un salon syrien tout à fait nécessaire à visiter. Alors,
Donc là, je passe aux questions en ligne, c'est ça? Oui. Hein, j'étais aux questions en ligne. Alors, c'est évidemment les questions les plus simples en ligne, hein, comme chacun sait. Alors, soit on veut la paix, soit on ne veut pas la paix. Hein, c'est tout. Si on veut la paix, on la veut maintenant. On ne la veut pas dans 10 ans, on ne la veut pas dans 20 ans, parce que tout ce qui va se passer va évidemment rendre encore plus compliqué la recherche de cette paix. Alors, l'idée que faut quand même être sérieux. Gaza est un champ de ruines. Hein. L'idée même d'y vivre collectivement va être un défi pendant de longues années. Et l'idée que c'est ça qui serait un État palestinien en dit long sur la générosité dont on fait preuve à l'égard de ce peuple qui a tant souffert. Je vais renverser la question. Nous n'avons plus le droit de laisser Gaza assiégé. C'est parce que Gaza a été assiégé depuis 2007 qu'on en est arrivé à cette catastrophe. La seule solution durable passe par la fin du siège de Gaza. Et la seule option aujourd'hui pour la fin du siège de Gaza, je n'imagine pas l'Égypte dans son immense générosité ouvrir sa frontière avec Gaza, je n'imagine pas Israël, pour des raisons évidentes, considérer qu'il y a un droit d'entrée, de sortie libre entre Gaza et son territoire. C'est donc une liaison avec la Cisjordanie. Hein? Et ça, en attendant qu'on ait le port de Gaza, l'aéroport de Gaza, qui permettrait enfin de relier Gaza au reste du monde. La seule question qui se pose pour ce corridor, c'est est-ce qu'il sera terrestre ou souterrain? C'est tout. C'est la seule question. Mais il faut une liaison entre Gaza et la Cisjordanie. Et à partir de ce moment-là, on pourra commencer à parler d'un État palestinien. C'est à Gaza que cela doit être dit et fait. C'est-à-dire que de tout ce malheur, de toutes ces souffrances, il doit enfin sortir la prise de conscience définitive que le sort du Moyen-Orient dépend de Gaza. Et accessoirement, j'ai écrit dans une chronique au Monde le 1er janvier 2024 que le sort de l'Europe se décidera à Gaza en 2024. Donc on voit bien le lien entre les deux, qui est un lien dialectique. Enfin, la dialectique, ce sont aussi des dynamiques qui peuvent être positives et pas uniquement destructrices et dévastatrices. Alors, est-ce que j'ai... Non, il y avait... Ah oui, pour la Syrie. Le lien est important entre les deux théâtres. Parce que, alors je ne sais pas par quel mot Alaa El Abdallah traduira perdu, mais si la révolution syrienne a été perdue, si la Syrie, en même temps, a été perdue par l'échec de la révolution syrienne, eh bien, beaucoup de Palestiniens, y compris à Gaza, ne se sont pas rendus compte que la Palestine pouvait être perdue du fait de l'abandon de la révolution syrienne. Hein. Donc, les phénomènes de fractionnement, de militarisation comme but en soi, de fusion des directions, de fragmentation et de jeu international sur telle ou telle faction contre telle autre, on peut tracer un parallèle blanc entre la Syrie et la Palestine qui est du pire augure. Ce qui prouve que quand on veut apporter assistance à un peuple en danger, on doit aussi l'aider dans sa représentation politique. Et là, il faut rappeler les leçons de l'histoire, y compris de l'histoire récente. En 2021, des forces palestiniennes qui n'étaient ni Hamas ni Fatah, forces progressistes, ce qu'on appelle la troisième voie, avaient réussi à imposer aux deux grands mouvements palestiniens la tenue
d'élections. D'abord, je ne sais plus d'abord si c'était présidentiel ou parlementaire, mais en tout cas, on aurait eu à l'été 2021 un renouvellement d'institutions palestiniennes qui aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de l'autorité palestinienne, sont totalement obsolètes. Le mandat de Mahmoud Abbas a été élu président en 2005. Ça fait donc bien longtemps que son mandat est obsolète, et le Parlement à majorité Hamas élu en 2006 a de toute façon été dissous en 2019. Donc on avait un accord pour des élections générales. Des élections générales. Moi j'étais tout content, j'avais déjà prévu mon séjour. Ça. Et puis voilà, coup de théâtre. Mahmoud Abbas dit pour un prétexte. C'était un prétexte. Jérusalem-Est, c'était un prétexte, on s'était arrangé avant. Il dit, je reporte sine die les élections. Il n'y aura pas d'élections. Qu'est-ce qu'on a entendu du côté des démocraties occidentales? Qu'est-ce qu'on a entendu? Déjà, est-ce que vous êtes conscient? On a entendu, ils vont pas voter. Parce que comme ces Arabes, quand ils votent, on ne sait jamais ce que ça va donner. Ces élections auraient, c'est pratiquement certain, été marquées par une défaite cinglante du Hamas à Gaza, qui aurait donc d'une façon ou d'une autre perdu le contrôle de Gaza. Ce qui veut dire qu'on n'aurait pas eu la tragédie actuelle. Évidemment, pendant que les démocraties occidentales disaient ouf, il y avait une autre personne qui disait ouf, mais on ne l'a pas entendu, c'est Sinoir. Il y a qu'un Sinoir à Gaza, qui voyait bien que c'était la pire menace contre sa mainmise sur l'enclave palestinienne. Alors je vous dis ça parce que on est là, et c'est normal, complètement, vraiment, sous le choc de la tragédie qui continue. Je ne sais pas combien de Palestiniens ont été tués depuis le commencement de ce débat. Hein? Donc, on est évidemment sous... Mais il faut savoir que, et là c'est l'historien qui parle, et dire que je tourne le dos à l'histoire, là c'était quand même, ça je n'ai pas apprécié. Hein? Les leçons de cette histoire-là, qu'en a-t-on tiré? Rien. On est là à faire comme si c'était la catastrophe d'hier qui était la seule actualité, qui était le seul horizon. Donc il faut une fois pour toutes sortir de cette impasse. On ne peut en sortir que par le haut. Regardez, le monde entier dit cessez le feu sur un ton ou un autre, trêve, etc. Voilà. Le Conseil de sécurité a voté le cessez-le-feu. Moi, je suis invité ce jour-là par une grande télévision publique. Il dit, ah, quel coup de tonnerre. Je dis, quel coup de tonnerre? Quel coup de tonnerre? Cette résolution ne sera évidemment pas appliquée. Donc, pendant qu'on en est à juste supporter l'insupportable, tolérer l'intolérable, accepter l'inacceptable, et nous le tolérons, nous le supportons et nous l'acceptons tous, autant que nous sommes, puisque ça continue. Eh bien, pendant ce temps-là, la seule solution, c'est effectivement le règlement politique par le haut, la solution à deux États. Moi, je voudrais juste conclure, parce que je crois que là, je suis arrivé au bout des... par quelque chose d'assez simple, mais qui est loin d'être innocent, et encore moins naïf. C'est que ce conflit, peut-être plus que d'autres, parce qu'il y a peut-être encore plus de fauteurs de guerre, peut-être plus encore de personnes qui profitent de la poursuite de conflits que dans d'autres conflits, pour mille raisons. Ne sont pas forcément liés au Moyen-Orient. Ce conflit se nourrit aussi, comme l'écrasement de la Syrie s'est nourri, de toute une entreprise systématique de confusion intellectuelle et mentale. Vous ne pouvez rien comprendre. C'est trop compliqué. On n'y arrivera jamais. On n'a jamais vu des situations aussi complexes. C'est impossible. Ne vous en mêlez pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est difficile. C'est pas vrai. C'est en tout cas la thèse de ce livre. C'est en tout cas le message que je voulais faire passer
avec force et conviction. C'est que non seulement on peut comprendre, mais une fois qu'on a compris, on peut agir et agir pour la paix entre les deux peuples, parce que c'est de cela qu'ils ont besoin, plus que tout, et non pas des gens qui les encouragent dans cette course à l'être humain. Merci à toutes et à tous.